J'espère que vous vous portez bien, même si les nouvelles sont pas terribles à tous les niveaux ces derniers temps. Halloween arrive, donc je me suis dit que j'allais proposer quelques titres. Alors pas que des films fantastiques, parce que sinon j'allais pas en finir, parce qu'il y a tellement d'excellents films fantastiques à mes yeux que j'allais en parler pendant 4 heures. Mais les films qui, moi, m'ont fait peur quand je les ai découverts, et qui continuent à me faire peur surtout. Et ça n'engage encore que moi, quelque chose qui fait peur à quelqu'un ne fera pas forcément peur à quelqu'un d'autre. Donc je vais vous présenter quelques films. Je vais commencer pour moi par ce qui a été un de mes plus gros chocs cinéphiles, c'est The Thing de John Carpenter. Ce film-là, quand il est sorti, il n'a pas fonctionné du tout. Les critiques n'ont pas suivi, le public n'a pas suivi. 82, c'était la sortie de E.T. de Spielberg. C'est sûr que les gens étaient plus tournés vers les extraterrestres sympathiques, ce qui n'est absolument pas le cas de The Thing. The Thing, ça raconte l'histoire de scientifiques qui tombent sur une vie extraterrestre, mais pas du tout au sens où on peut s'imaginer, genre le martien qui attaque, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est un système de contamination qu'on comprend pas volontairement. Le film ne nous donne pas de clé là-dessus. Est-ce que c'est par la respiration? Est-ce que c'est par le toucher? Est-ce que c'est par le sang? Est-ce que c'est par autre chose? En fait, on ne le saura jamais. Et c'est ça qui crée une grosse paranoïa dans ce film-là. C'est que les personnages, très rapidement, c'est un huis clos, ils ne sont qu'une poignée d'hommes. Ces personnages-là, en fait, au bout d'un moment, ne savent plus qui est qui représente une menace, qui a été contaminé, et si eux-mêmes sont contaminés sans le savoir. Donc forcément, ça vous fait penser à une situation très actuelle. La scène du test sanguin, c'est une des scènes les plus cultes du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique. Et d'ailleurs, pour Halloween, honnêtement, quasiment toute la filmographie de John Carpenter est à voir, parce que c'est un réalisateur brillant, qui a fait moult films cultes, Escape from New York, Assaut, Halloween, et aussi Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie, qui font en fait partie d'une espèce de trilogie officieuse sur la fin des temps. The Thing de Carpenter, ratez pas ça si vous connaissez pas, c'est vraiment une pièce maîtresse du cinéma fantastique et c'est parfait pour se faire peur pour Halloween. Alors personnellement, ce film-là, il m'a fait faire des cauchemars quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, et je dois l'avouer, quand je le regarde, je suis toujours pas tranquille de nos jours. C'est Les Dents de la Mer, Jaws de Steven Spielberg. Donc le pitch, je pense que tout le monde le connaît, donc une petite station balnéaire, et un grand blanc qui arrive et qui commence à grignoter à droite à gauche. Le maire qui refuse de fermer la station balnéaire pour des raisons financières, bien sûr, ça ferait fuir les touristes. Il y a un côté aventure, mais il y a un côté horreur clairement dans ce film-là. Le fait que sur le tournage, Spielberg ait eu des problèmes avec sa créature mécanique, en fait l'a amené dans le système D où il a décidé de très peu montrer la créature et de faire jouer sa mise en scène pour créer quand même de la tension et des moments de terreur pure. Le système du fossé narratif, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais je ne sais pas quand et surtout comment. Je pense que le mécanisme fonctionne parfaitement de nos jours, même quand on connaît le film. C'était un film que je ne pouvais pas ne pas citer dans ce registre. Alors il faut savoir que Les Dents de la Mer, ça a ouvert la voie à des myriades de films de requins, souvent très mauvais. Et je tiens à rendre hommage à The Reef, qui est un film qui est complètement passé sous les radars à son époque. C'est un film australien. C'est un film tiré de faits réels, on a vraiment beaucoup de peine pour les malheureux à qui ça arrivait. C'est une histoire très simple, il y a 5 personnages, c'est complètement épuré, c'est voilà, des gens qui sont partis sur une petite île au large, et en revenant, en fait, leur bateau s'abîme sur du corail et se retourne, en fait. Et donc il y a un choix absolument atroce qui est soit on reste sur le bateau, mais il va couler, ou soit on part à la nage vers l'île qui est à 3 heures de nage, mais va savoir ce qu'il y a dans l'eau. En fait, The Reef, il fonctionne parce que les personnages, c'est pas des chasseurs de requins du tout. Et le seul truc qu'ils puissent faire, c'est plonger la tête sous l'eau pour celui qui a les lunettes, regarder s'il y a le requin, où est-ce qu'il arrive, mais après, de toute façon, ça change quoi? Ça change rien, c'est pas les lunettes qui vont faire peur aux requins, donc ils se font attaquer. Vous allez comprendre que je suis complètement obsessionnel sur les requins, c'est un peu le cas. Moi, j'avais découvert ce livre-là quand j'étais adolescent. Il a été longtemps en rupture de stock, je ne sais pas si on peut le trouver. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai dévoré, c'est le cas de le dire, clin d'œil. C'est un spécialiste des conditions extrêmes de survie, en fait, qui retrace tous les récits de survivants des attaques des requins, de crocodiles, etc. Alors, il dit bien qu'on a plus de chances de se faire tuer par des abeilles que par un requin.
mais quand le requin décide d'attaquer, on est très très mal. Et donc tous ces récits, il y en a énormément, c'est vraiment passionnant. Bon, c'est souvent tragique parce que les survivants n'étaient pas tout seuls à la base, hein, donc ils ont perdu des camarades, des proches, etc. Il y a même un cahier de photos au milieu, donc je vous montre les photos qui sont les moins choquantes. Là, on a notre ami qui sort la tête pour jeter un œil à l'espace aérien environnant. C'est le seul poisson qui fasse ça, hein. Et voilà, il y a un autre cahier qui montre les dégâts faits par des requins. Bon, ça, c'est pas le truc à regarder en prenant l'apéritif. Si vous voulez faire perdurer l'aventure dans la mer, The Reef, c'est un livre que je trouve vraiment passionnant. Bon, ça, c'est un imparable, hein. L'Exorciste. Tout le monde le connaît ou tout le monde croit le connaître. Même ceux qui l'ont pas vu, ils connaissent. C'est un film qui est rentré dans la culture populaire. C'est un film colossal, tellement que je sais même pas par quoi commencer, tellement c'est un film que j'admire. J'admire le réalisateur William Friedkin, c'est un homme qui s'est formé à l'école du documentaire et qui a imprégné tous ses films de cette façon de tourner en dirigeant ses acteurs, en créant des situations comme si c'était quelque chose de spontané et qu'il allait capturer en fait avec sa caméra comme à l'arraché lors d'un reportage. Il y avait un scénariste de films d'horreur, Larry Cohen, qui a écrit plein de films comme L'Ambulance, Maniac Cop, etc., qui disait un jour qu'une méthode efficace pour créer la tension était de se servir d'une figure rassurante de la vie de tous les jours et d'en faire quelque chose d'inquiétant. Le policier, le bébé, la poupée, l'ambulance, etc. Et clairement, en fait, le romancier Peter William Blatty et Friedkin sont complètement de cette école-là. En tant que spectateur, voir cette fillette pure, innocente, rentrer dans une déchéance de plus en plus physique et morale, c'est vraiment inattendu et ça chamboule vraiment. Et le style cru et sans paillettes de Friedkin termine de donner l'impression au spectateur d'assister à quelque chose de véritable en fait. Et donc c'est vrai que quand on pense à Exorciste, on pense à toutes les scènes qui se passent en huis clos dans la chambre, qui sont effectivement terrifiantes, mais en fait il y a tout le reste, que ce soit la scène de l'examen médical qui met mal à l'aise par son côté clinique, par son côté justement encore une fois reportage documentaire, que ce soit le rêve du père Karras qui montre le poids de la culpabilité de la perte de sa mère qui est le sien, et bien sûr la scène d'ouverture qui se passe en Irak, qui est juste époustouflante, avec donc ces archéologues qui découvrent des statuettes à l'effigie d'une entité païenne. Friedkin nous fait vraiment ressentir ce malaise qui se diffuse dans l'environnement du prêtre qui est présent sur place, avec ces chiens qui se battent, les gens qui semblent tous le regarder bizarrement, il manque de se faire renverser, jusqu'à cette image qui annonce la confrontation à venir entre le bien et le mal, avec le soleil au milieu, et ce soleil qui se transforme grâce à un fondu comme un viseur en fait qui va cibler là où va se dérouler cette lutte plus tard dans le film. Voilà, L'Exorciste, c'est un film vraiment très perturbant qui laisse le spectateur plein de questionnements. Les gens qui sont pas croyants voient dans ce film-là un film qui va dans leur sens, et les gens qui sont croyants, c'est l'inverse. C'est un film très, très malin, c'est le cas de le dire, c'est un film très fort, c'est vraiment clairement un chef-d'œuvre pour moi. To depart from the servant of God. It's the power. Et un de mes derniers chocs au cinéma ces dernières années, c'était The Strangers de Na Hong-jin. Alors lui, c'est vraiment un cinéaste à suivre parce qu'il a 3 films à son actif, celui-ci c'est le 3e. Le premier, c'est The Chaser, qui était vraiment incroyable, avec un proxénète qui se lançait à la poursuite d'un tueur en série de ses prostituées, parce que la police n'arrivait à rien. Le deuxième, c'était The Murderer, avec un prolétaire qui acceptait un contrat pour tuer quelqu'un, pour gagner de l'argent, avec tout qui partait en vrille, c'était vraiment excellent. Et donc The Strangers, qui raconte donc l'histoire d'une petite bourgade rurale, en Corée du Sud donc, avec un flic, bon, il se passe pas grand-chose pour lui normalement, il commence à avoir des meurtres assez choquants, et il est complètement dépassé. Ça, c'est donc quelque chose qui est récurrent dans le cinéma de Corée du Sud parce que ça vient de leur histoire il y a plusieurs décennies avec un fait divers horrible en fait où il y a un tueur en série qui frappait pendant des années et il n'a jamais été retrouvé encore de nos jours, on ne sait pas qui c'est. Et ça a marqué la population de Corée du Sud et du coup dans les films, à chaque fois, les policiers sont montrés comme étant des bras cassés, des branquignoles. Et donc dans ce film-là, The Strangers, donc ce personnage de policier un peu simplé, qui fait des rêves, qui nous sont montrés comme en même temps un petit peu flippant. En même temps, le mec c'est un petit peu un jobard, donc on sait pas trop comment prendre le truc, même si ça commence à opérer, voilà. Et puis on va bifurquer dans une ambiance de plus en plus dure, de plus en plus grave, de plus en plus oppressante, jusqu'à un final, honnêtement, celui ou celle qui arrive à le voir venir, je vous tire mon chapeau, mais de toute façon vous n'y arriverez pas.
Voilà, je vous en dis pas plus, c'est difficile de parler de ce film-là parce que c'est vraiment un film atypique. Il y a très peu de films qui mélangent les genres comme ça, où on commence d'une certaine manière et on finit d'une manière complètement différente. En tout cas, The Strangers, c'est une grande réussite pour moi et c'est un film qui confirme le statut de petit génie pour moi du réalisateur. Alors j'ai passé à un film méconnu, très injustement. Alors il est connu quand même du milieu des cinéphiles, mais c'est pas un film qui est assez cité de mon point de vue. C'est Possession d'Andrzej Zulawski. C'est un film qui a été écrit par son réalisateur alors qu'il fuyait sa Pologne natale. Il a été pris sous son aile par un ami aux États-Unis et en fait cet ami-là lui a payé sa chambre d'hôtel pendant quelques mois. Et pendant ce temps-là, en fait, il était assis, il buvait et il écrivait. Et en fait, il en est sorti ce film-là et ça se sent que c'est pas issu d'une idée pour rigoler, c'est pour extérioriser un mal-être, pour extérioriser quelque chose de lourd et c'est ce qui en fait un film vraiment très très fort. Donc Possession, ça commence directement dans le mal, j'ai envie de dire, parce que ça raconte donc l'histoire d'un couple qui se retrouve, mais ça ne fonctionne plus du tout entre eux. On sent que avant que le mari parte, déjà, ça devait pas être brillant. Et là, en fait, en se retrouvant, bah, c'est la déliquescence du couple. Et ce qui fait beaucoup de peine, c'est qu'il y a un enfant au milieu de tout ça, qui en souffre. Et le mari, en fait, essaie de comprendre, en fait, s'il y a eu une tromperie, avec qui ou avec quoi. Et tout ça avec des temps forts de crise, de pétage de plomb, de déperdition, de tristesse de la femme comme du mari. Et cette impression aussi très particulière que toute l'histoire se déroule dans les limbes en fait, comme s'il n'y avait rien autour ou très peu de choses, avec donc des protagonistes complètement perdus psychologiquement, dont la raison ne tient plus qu'à un fil. C'est un film qui donne envie d'être revu plein de fois en fait, parce qu'il est d'une richesse incroyable. Shoot. Pour anecdote, Sam Neill, qui joue le mari, cite toujours Possession comme étant son film préféré de sa carrière. Et Isabelle Adjani, donc, qui joue la femme, qui est juste dingue, incroyable dans ce film, a dit qu'il lui a fallu très très longtemps pour se débarrasser de son personnage. Honnêtement, quand on voit sa prestation, quand on voit le film, l'ambiance oppressante, on veut bien la croire. Bon, pareil, j'en parle tout le temps, mais c'est incontournable pour moi, c'est Shining de Kubrick. J'aime beaucoup les films comme ça qui jouent sur la santé psychologique des personnages et qui permettent plusieurs interprétations. Et là, c'est vraiment quasiment une étude comportementale, Shining, sur quelqu'un de sain en apparence, mais qui a déjà ses névroses et ses troubles, c'est-à-dire le fait de se sentir être un raté, puisque lui, il veut écrire ce personnage-là. Bah, pour gagner sa vie, ça marche pas du tout. C'est pour ça qu'il accepte un job dont personne ne veut. C'est-à-dire aller gardienner avec sa petite famille un hôtel perdu au fin fond de nulle part. Un immense hôtel qui rajoute encore de la solitude, qui l'accable dans le fait d'être tout seul dans sa vie et dans l'avancée de son projet en fait. Moi, Jack Torrance, donc joué par Nicholson, c'est vraiment un des personnages les plus glaçants mais les plus captivants aussi qu'on peut voir au cinéma. Alors, en parlant de terreur psychologique, voici encore un film qui m'a beaucoup marqué dans ma petite vie de cinéphile, c'est Body Snatchers. Alors là, c'est la version de Ferrara, mais je préfère celle de Philip Kaufman. Ça amène en fait une forme de menace, d'antagonisme inédit dans le cinéma fantastique, puisque le film s'ouvre sur, en gros, des spores qui arrivent sur Terre, qui se mélangent en fait avec la nature, qui créent des fleurs qui bourgeonnent. Quand le pollen de ces fleurs-là est respiré, et ben en fait, mutent les gens quand ils vont dormir. C'est-à-dire qu'ils s'endorment, mais ils ne se réveillent pas. Ils sont clonés en fait en une version d'eux-mêmes qui est complètement déshumanisée, qui n'a plus de personnalité. Et donc en fait ils essaient de lutter contre cette menace, mais c'est une des menaces les plus vicieuses du cinéma fantastique, parce que comment voulez-vous lutter contre le sommeil? C'est impossible, on finit tous par dormir. Et donc il y a énormément d'idées perturbantes dans ce film-là, comme le fait que les clonés, en fait, quand ils voient quelqu'un dans la rue, dans la société qui n'a pas encore été cloné, en fait ils le pointent du doigt et ils hurlent, et ça fait un cri de porc en fait. Donc voilà, encore un titre qui continue de me mettre mal à l'aise. Body Snatchers de Ferrara, Body Snatchers de Siegel et L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman.
Parfois, il y a les étoiles qui s'alignent et un miracle se produit quand il y a plusieurs têtes, plusieurs talents en fait qui arrivent sur un même projet. Et c'est le cas clairement de Alien de Ridley Scott. Il y a eu moult génies en fait qui ont été appelés sur ce projet. Donc l'histoire d'Alien, tout le monde la connaît. Dans le futur, des routiers de l'espace entre guillemets avec leur vaisseau se font sortir de leur sommeil profond en stase et ils découvrent en fait une épave gigantesque de vaisseau avec à l'intérieur un cadavre d'extraterrestre qui semble être là depuis la nuit des temps. Ils vont trouver une espèce de grande salle dans laquelle se trouvent des œufs. L'un d'eux s'approche et va être contaminé en fait par un organisme. Et ça, c'est rien, bien sûr, comparé au fait que dans Alien, la menace, la créature, en fait, ne vient pas de l'extérieur au départ, mais de l'intérieur, ce qui est extrêmement perturbant pour un spectateur. Il y a un côté accouchement perverti, et le fait qu'après ça, ce n'est que le début, parce que la créature grandit à vue d'œil, et c'est un prédateur. Et donc, ils sont complètement déphasés. Ils essaient de s'en sortir, mais ils n'ont aucune chance contre cette créature-là, qui est tellement parfaite, en fait, que même quand on la blesse, son sang est acide, donc c'est la machine ultime. Alien, il y a tellement à dire dessus que c'est vertigineux en fait. C'est un univers qui, en un seul film, crée une mythologie extrêmement vaste, une des sagas de science-fiction les plus passionnantes qui soit, avec le deuxième réalisé par James Cameron qui est plus un film de guerre, le troisième réalisé par David Fincher qui va plus s'orienter vers quelque chose de dépressif et de résigné, jusqu'à récemment en 2012 que la saga soit relancé avec Prometheus et plus tard avec Alien Covenant, qui n'ont pas fait l'unanimité mais que je trouve passionnant quand même. D'ailleurs, pour redorer un peu le blason de Covenant, avec ce personnage de robot, David, qui est un antagoniste extrêmement malsain, c'est un vrai personnage de film d'horreur. C'est presque le scientifique ultime, parce que le scientifique ne doit pas avoir d'émotion. Bah, lui, c'est un robot, on peut pas faire mieux, donc on est ses cobayes en tant qu'humain. L'humain mérite de vivre en fait juste pour servir à ses expérimentations à lui, parce qu'il a une espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis du fait qu'il ait été créé par l'homme. Et bah lui-même veut devenir créateur et créer des choses. Et je trouve vraiment que Ridley Scott et la Fox ont su réorienter la saga Alien vers quelque chose de nouveau et de frais, plutôt que de faire à nouveau des suites qui finalement ne raconteraient plus rien. Là, ils ont complètement bifurqué vers autre chose. Ce qui est passionnant, c'est la thématique de qui nous a créé, est-ce qu'on a été créé, pourquoi on a été créé. La réponse est assez noire, c'est vraiment un film d'une noirceur abyssale. Et pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin parce qu'ils adoraient cet univers-là, justement, il y a aussi les bandes dessinées qui valent vraiment le détour. Il y avait ces bandes dessinées-là qui étaient sorties en France début des années 90, qui sont vraiment très bonnes. Et il y a aussi un éditeur qui s'appelle Vestron qui sort tout ce qui concerne Aliens. Mais sachez que c'est pas du tout des histoires bâclées, c'est vraiment de la très bonne SF, c'est bien écrit, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors j'ai déjà beaucoup trop parlé comme d'habitude, mais je voulais quand même glisser encore quelques petits bonus entre guillemets. Je voulais aussi parler de Silent Hill. Je suis pas du tout un grand joueur de jeux vidéo, je joue quasiment jamais en fait. Et Silent Hill c'est pareil, on pourrait en parler des heures et des heures. C'est un univers très très vaste, avec cette originalité au niveau des créatures et des monstres qui sont en fait des êtres qui souffrent de leurs conditions, qui nous mettent mal à l'aise, on n'a pas envie de voir ça en fait. Et les personnages sont pas du tout des combattants, donc il y a un côté malaisant, il y a un côté très intelligent de créer cette tension, encore une fois, d'enlever le côté héroïque de, par exemple, d'un autre jeu connu, Resident Evil, où il y a le côté, on est des soldats, on arrive équipés, on tire sur les monstres, ça fait peur, mais on peut se défendre. Bref, tout ça pour dire, Silent Hill, c'est un univers vidéoludique absolument incroyable. Il y a eu un film, les Nippons étaient très réticents à l'idée d'une adaptation cinématographique et en fait c'est un Français qui a réussi à les convaincre, c'est Christophe Gans, qui avant était un journaliste d'une revue culte qui s'appelait Starfix. Et honnêtement le film vaut vraiment le détour, il y a ce malaise, il y a cette terreur psychologique qui est bel et bien présente. Donc Silent Hill, vous pouvez vous le rajouter dans la liste de ma part, film à voir pour Halloween aussi. Ouais, donc j'espère que ces films-là, ils vous plairont autant qu'ils m'ont plu, ils vous feront peur et vous marqueront autant que moi ils m'ont marqué. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et fêtez bien quand même Halloween.